De Cynthia Fleury. On va commencer par une petite présentation du livre. Donc, c'est un livre qui fait environ 320 pages en format poche. Donc, une taille ces ouvrages qui étaient souvent mis en avant. Donc, au bout d'un moment, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est intéressant, Cynthia Fleury? Certains titres m'avaient intéressé, notamment par exemple les pathologies de la démocratie. Donc elle a beaucoup écrit sur ces thèmes-là. Là, je me suis dit, on va tenter un livre, je crois, plus récent, un peu plus court, nommé donc Siger la mer. Alors, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, puisque je n'ai pas regardé les commentaires des lecteurs avant d'avoir acheté le livre. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'au final, les commentaires, ils allaient, selon moi, dans le bon sens, puisque beaucoup des commentaires remarquaient que le livre n'était pas si facile à comprendre pour des non-initiés, qu'elle faisait référence à véritablement une grande bibliographie philosophique, psychanalytique, oui, et également politique, qui n'est pas, en tout cas, qui nécessite une formation en philosophie en général. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est un livre très sérieux, et que il faut pas se faire avoir, je dirais, par la publicité que peut avoir cette autrice. Parce qu'on a quand même là un livre euh, qui, euh, qui n'a pas peur de mettre en œuvre, de beaucoup discuter les philosophes, de beaucoup commenter, de faire beaucoup de références, de parfois les expliciter et parfois ne pas les expliciter. Donc c'est voilà, un livre de philosophie, tout ce qu'il y a de plus légitime, j'ai envie de dire. Voilà pour une présentation superficielle, mais je pense importante, puisque en philosophie, on a souvent peur des philosophes un peu médiatisés, et c'est le cas de Cynthia Fleury. C'est un ouvrage très sérieux. Maintenant, concernant le propos de l'ouvrage, Sigie, la mer. Alors, euh, conformément à ses recherches, aux recherches de Cynthia Fleury, le livre propose une réflexion autour des croisements entre d'un côté philosophie, psychanalyse, mais aussi psychanalyse et politique. En fait, la question, c'est tout simplement d'étudier euh, le phénomène du ressentiment à travers justement ces différentes instantiations et surtout à travers les différents prismes par lesquels on peut analyser le phénomène du ressentiment. Alors, c'est un phénomène assez intéressant comme objet d'étude, puisqu'on y trouve effectivement une grande importance du ressentiment dans la question de la thérapie, alors pas nécessairement psychanalytique, hein, mais en psychologie en général, la question de la thérapie. Le ressentiment est un problème psychologie, puisque bien souvent, il vient occulter ou empêcher tout travail thérapeutique, puisqu'en fait, tout le propre de l'individu qui est dans le ressentiment, c'est qu'il se considère légitime dans le sentiment d'amertume qu'il a, et qu'il considère qu'il aurait vécu une forme d'injustice. Parfois c'est fondé, parfois c'est infondé. Mais dans tous les cas, le problème, c'est que cette injustice va prendre des proportions cosmiques, puisque très rapidement, le ressentiment, c'est le sentiment d'une injustice presque mondaine. C'est le monde qui est source d'une injustice, et donc qui produit du ressentiment. Donc là, on a le versant thérapeutique qui va vraiment ouvrir la brèche de l'analyse psychanalytique. Évidemment, on voit assez rapidement aussi en quoi ça doit porter à une analyse politique, puisque si le ressentiment, c'est un sentiment d'injustice vis-à-vis du monde, eh bien, ça va prendre en partie source dans le rapport que l'individu va avoir avec ses possibilités d'action sociale, culturelle, voire politique. C'est-à-dire que le fait que l'individu soit, de manière
directe ou indirecte, exclue de la sphère politique, par exemple, va être également source de ressentiment. Un phénomène, je pense, assez simple, mais qu'on peut constater, je pense, un peu partout, c'est lors des grandes élections présidentielles. Celles-ci sont source de ressentiment, pas tant à cause du résultat, au fond, mais plutôt dans le fait que les individus, alors même qu'ils votent, ont le sentiment justement que leur vote est inutile, et donc ils n'ont aucun pouvoir politique à proprement parler. Cette impuissance-là, l'impuissance politique, est source de ressentiment, puisque l'individu exige, peut-être à juste titre, en tant qu'individu politique et sujet politique, à avoir un pouvoir politique, mais celui-ci est inaccompli à cause de la forme des institutions, à cause de la manière dont la politique est instanciée, et ainsi de suite. Donc, le ressentiment va véritablement avoir une forme politique et poser de gros problèmes, puisque non seulement, comme j'ai essayé de l'expliquer là, les institutions politiques vont être source de ressentiment, comme je l'ai proposé avec l'exemple du vote. Mais je pense que même, on pourrait prendre un autre exemple qui, personnellement, me touche beaucoup en tant que professeur, c'est par exemple l'institution de l'école. L'école est source d'un ressentiment extrêmement profond qui dure très longtemps. Il suffit, certes, d'aller parler aux élèves d'aujourd'hui, mais aussi de parler aux adultes d'aujourd'hui. L'école est source d'un mal-être qui perdure, c'est-à-dire que les gens ils parlent souvent du mal-être qu'ils ont eu à l'école, et ça peut être un mal-être qui avait pour origine l'école, et qui fait des traces sur les individus 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Donc, l'institution de l'école est aussi source de ressentiment. C'est en ce sens-là qu'il y a véritablement une origine politique du ressentiment. Sauf que là où ça va plus loin, c'est que le ressentiment va aussi avoir des effets dans le politique, puisqu'il va amener à des formes désespérées d'engagement politique. Et je pense que vous voyez venir, ça va être les formes du fascisme et du totalitarisme, qui sont analysées un peu plus loin dans le livre. Donc là, on a vu très rapidement le côté psychologique du ressentiment, le côté politique. Il y a aussi un versant philosophique du ressentiment. Un versant philosophique qui est plus difficile à définir puisqu'en fait, il traverse l'ensemble de l'ouvrage et qui est en fait la manière dont on essaye, qui caractérise la manière dont on essaye de saisir ce phénomène du ressentiment et aussi surtout la manière dont on va essayer d'y répondre. Et ce que je trouve assez intéressant dans ce livre, c'est de parler du ressentiment philosophiquement comme étant, au fond, un sentiment qu'on pourrait qualifier de métaphysique. Alors, sentiment métaphysique, ça peut paraître assez étonnant. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment métaphysique ou alors qu'une émotion métaphysique? Ce qu'il faudrait entendre par là, c'est au fond une émotion qui va être universelle, qui va être vécue par tous les individus, et peut-être même par tous les individus à l'échelle de l'humanité entière, donc que ce soit passé, présent et futur, et surtout comme étant un sentiment qui vraiment pose des défis à l'individu lui-même. Au fond, c'est un peu la thèse de Cynthia Fleury sur le champ strictement philosophique. Il faut réussir à surmonter ce ressentiment, car surmonter ce ressentiment est, d'une certaine manière, la condition sine qua non de l'individuation elle-même. Alors, l'individuation, terme technique, qui qualifie en fait la manière dont l'individu peut s'accomplir, ou, parce que le problème de parler d'accomplir, c'est que ça suppose qu'il y aurait une fin, ou en tout cas peut s'accomplir de manière déterminée ou indéterminée, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'on pose une destination à cet accomplissement, l'idée c'est que pour que l'individu puisse s'augmenter, puisse véritablement faire preuve de son action et de son agir, il doit réussir à négocier avec le ressentiment. Et tout le problème, c'est que le ressentiment, quand il s'installe de manière trop pérenne, est justement un sentiment qui n'est pas négociable. On ne négocie pas avec les gens qui sont enfermés dans le ressentiment. Donc là, je vous ai fait un bref résumé du livre. J'espère que déjà,
ça vous donne un peu envie de le lire, parce que sincèrement, c'est un bon livre. C'est vraiment un très bon livre de philosophie. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. On va rentrer un peu dans le détail du livre. Alors, on a 3 chapitres, plutôt 3 parties. La première partie s'appelle la mer. Donc là, on va avoir l'analyse philosophique et psychanalytique du ressentiment. La seconde partie, c'est le fascisme. Et comme vous l'aurez bien compris, c'est cette fois l'analyse plutôt politique et psychanalytique du ressentiment. Et enfin, la troisième partie s'appelle la mer. Donc cette fois mer au sens maritime, d'accord. Et donc ça va être une tentative d'apporter une réponse au phénomène du ressentiment. Comment dépasser le ressentiment? Comment faire? Alors cette troisième partie est la plus ambiguë, puisque la première moitié de ce troisième chapitre, plutôt de cette troisième partie, pardon, est très intéressante. C'est une analyse de Fanon et aussi de Sioran sur justement les tentatives de faire face au ressentiment. Et la deuxième moitié s'ouvre sur une réflexion plus personnelle de Cynthia Fleury, donc l'autrice, la philosophe, sur des interrogations, on pourrait dire contemporaines, qui parfois sont assez, je trouve, maladroites, voire assez peut-être réactionnaires sur certains points. On verra peut-être ensuite pourquoi ensuite. Donc j'ai parlé plutôt de la première partie pour l'instant. La première partie. Le point qui me semble le plus intéressant dans cette première partie, c'est la manière dont elle va qualifier le ressentiment comme étant véritablement une émotion, un sentiment qui va neutraliser la faculté de juger elle-même. Elle utilise véritablement le terme faculté de juger, mais elle ne l'utilise pas véritablement dans le sens kantien, ou en tout cas, en fait, plus précisément. Elle ne cite pas Kant lui-même en utilisant le terme, mais elle fait référence aussi à son usage esthétique. Donc, je rappelle, on a chez Kant 3 grandes critiques. Critique de la raison pure, que puis-je connaître? Critique de la raison pratique, concernant la morale. Et enfin, critique de la faculté de juger, qui pose la question justement du jugement et également du jugement esthétique. On retrouve en fait cette considération du jugement dans cette première partie de manière, je trouve, très astucieuse. En disant que le ressentiment a pour conséquence la neutralisation de la faculté de juger, ce que nous dit Cynthia Fleury, en fait, c'est que l'ensemble du vécu de l'individu qui est pris dans le ressentiment est coloré justement par ce sentiment d'injustice et d'amertume, de telle manière que tout ce qu'il va vivre sera lui-même marqué par ce sentiment. Donc d'une certaine manière, c'est comme si ce sentiment allait vraiment infuser l'ensemble de la vie mentale de l'individu. Autrement dit, ils seront incapables, dans cette situation, dans cet état, de différencier à juste titre les événements, de différencier à juste titre les actes des autres, de les comprendre et de comprendre également ses propres actes. De manière très concrète, ce que cela veut dire, c'est que par exemple, l'individu du ressentiment, c'est un individu qui non seulement va être d'une amertume envers lui-même terrible, mais qui va également en vouloir énormément aux autres. Et il va donc lire l'ensemble en fait des actes d'autrui, que ce soit des actes de bonté ou des actes intéressés, peu importe. Il va lire l'ensemble des actes d'autrui comme étant justement des actes d'injustice. Autrement dit, le ressentiment ne va pas s'arrêter à l'échelle du seul individu, mais va s'ouvrir et en fait va fermer l'ensemble de l'horizon. L'ensemble de l'horizon potentiel d'action de l'individu est en fait le seul ressentiment. Ce qui empêche toute action, d'une part,
Donc l'individu ne va pas s'engager avec les autres. Il ne va même pas s'engager pour lui-même, puisque justement il considère que tout ce qu'il pourrait faire va être accueilli avec injustice. Mais en plus de cela, et c'est là le caractère proprement problématique, enfin, c'est déjà problématique de ne pas pouvoir agir, mais ce qui est vraiment au cœur de cette absence d'action, c'est l'impossibilité justement de juger avec justesse. C'est-à-dire d'être capable tout simplement de pouvoir identifier effectivement l'acte d'amour, parce qu'il y a des actes d'amour, de pouvoir juger effectivement les actes, je ne sais pas moi, amicaux, les actes familiaux, mais aussi parfois effectivement des actes plus négatifs, hein, effectivement parfois des actes de véritable injustice, et ainsi de suite. Autrement dit, l'individu n'est plus capable de juger ce qu'il se passe. Et donc, il n'est plus capable, au fond, d'agir conformément à un juste jugement. C'est là le cœur du problème du ressentiment. Alors, cette question de jugement, personnellement, m'intéresse beaucoup. Je vais directement, je sais que, j'espère que ça ne va pas vous perdre, mais je vais directement aller dans la troisième partie, puisque cette question de jugement, on la retrouve à la fin, en fait. On la retrouve à la fin. Si Cynthia Fleury parle de la faculté de juger, encore une fois, et puisque c'est une philosophe très compétente, évidemment qu'elle fait référence, en sous-texte, mais sans le citer ni le mentionner directement, à l'œuvre de Kant. Donc, dans l'œuvre de Kant, la faculté de juger, c'est aussi la capacité de pouvoir identifier véritablement la belle expérience, le bel objet. Donc, de pouvoir être disponible aux sentiments esthétiques. Juger avec justesse, c'est aussi être capable d'être sensible au beau. Et quelque chose qui me semble assez important, et je pense que c'est loin d'être un fantasme ou une lubie de philosophe, c'est justement de parler de l'expérience esthétique comme étant aussi une expérience qui est thérapeutique. Amener les individus à se soigner du point de vue de leur santé mentale, c'est aussi les inviter à nourrir cette santé mentale. Donc à passer de l'étape, trop souvent, peut-être plus aujourd'hui qu'avant, je ne sais pas, mais à passer de l'étape de la simple consommation d'artefacts au fait de se nourrir intellectuellement et esthétiquement. Au fond, en fait, ce thème-là de la nourriture intellectuelle, de la nourriture même spirituelle, c'est ce qui traverse, en fait, si on prend le temps de l'analyser, c'est ce qui traverse une grande partie de la philosophie de la culture. C'est-à-dire la culture, c'est pas juste ce à travers quoi on vit, c'est aussi ce qui nous nourrit dans notre existence d'un point de vue spirituel. Et donc, le fait que la faculté de juger soit impactée, voire neutralisée dans le ressentiment, pose problème, puisque ça implique que l'individu se voit incapable, en fait, d'accéder à ce qui pourtant est la porte d'entrée à l'activité thérapeutique, à la santé, on pourrait dire à la santé de l'âme, de manière un peu pompeuse peut-être. Et si on veut être plus contemporain, on dirait tout simplement la santé mentale, la santé psychologique, la santé de la psyché. En tout cas, l'individu, voilà, dans cette faculté de juger neutralisé, se rend incapable tout simplement d'expérimenter le beau, et incapable donc d'accéder à une forme d'accès au monde qui justement ne soit plus sous le prisme ni de la justice ni de l'injustice. Le beau a cela, enfin le beau. Parlons pas du beau, parlons plutôt de l'expérience esthétique en général. L'expérience esthétique a cela, justement, de thérapeutique, qui permet de neutraliser, justement, les conceptions trop fermées et d'ouvrir l'individu sur un horizon plus grand. Alors, cette idée-là, exposée de manière un peu superficielle, on la retrouve en fait bien plus précisément chez Kant, à travers notamment l'expérience du beau, comme étant, je le rappelle, le libre jeu des facultés. Donc l'expérience du beau, c'est d'une certaine manière une jouissance chez Kant des facultés que l'individu a. Donc je jouis en fait de mon propre agir, je jouis de ma propre puissance, alors que celle-ci s'exerce sans se disperser.
Elle ne se disperse pas parce qu'elle ne va pas chercher à s'accomplir dans un acte intéressé, ou dans un produit que je fais, ou dans une action quelconque. Non, dans l'expérience du beau, dans ce fait libre jeu des facultés, l'individu jouit de sa puissance et la conserve en lui. Il y a donc une reconnaissance de ce que l'individu peut faire, sans perdre cette capacité à faire, ni cette énergie à faire. D'où la nécessité de l'expérience esthétique comme une certaine forme d'expérience également thérapeutique. Mais, toujours en référence à Kant, rappelons que le sublime a une autre fonction. Donc le sublime chez Kant dans la critique de la faculté de juger, c'est une expérience assez étonnante, puisque c'est une expérience de mise en échec des facultés. Est-ce que cette mise en échec des facultés s'arrête là? Est-ce qu'il s'agit juste de dire que face au sublime, donc l'exemple du sublime, c'est par exemple la montagne, face à la grande montagne que je ne peux pas simplement embrasser dans ma représentation, ou alors face à la mer, je ne peux pas embrasser la mer dans l'ensemble de ma représentation, elle excède de mes représentations, elle excède de mes conceptions. Je pense qu'un autre phénomène, on pourrait prendre un exemple de sublime, ce sont des choses plus contemporaines, comme par exemple l'espace, les images que nous avons des satellites donnent une autre forme d'expérience du sublime. Bref, vous avez l'idée. L'expérience du sublime, c'est une mise en échec de mes facultés à représenter le phénomène que je perçois. Sauf que le sublime, donc là en fait c'est le versant négatif du sublime, c'est important parce que c'est au centre de la définition de sublime, c'est le versant négatif. Mais le sublime ouvre sur un versant positif qui est l'accès à quelque chose de plus grand que moi, à quelque chose qui me dépasse. Donc on trouvera sous la plume de certains auteurs l'illimité, l'infini. Et l'idée c'est que justement, c'est que le sublime implique une ouverture au monde. Là où le beau impliquait un repli sur soi, mais un repli presque méditatif, et en ce sens-là, effectivement, thérapeutique, le sublime, c'est faire face au monde, accepter cette finitude, pour pouvoir s'engager dans le monde. Le sublime, c'est pas juste l'expérience négative de la finitude ou de la limitation, c'est aussi l'accès à quelque chose, à une recréation. À une recréation, pourquoi? Parce que l'individu ne s'arrête pas au simple fait que sa représentation est insuffisante. Il va au contraire chercher à accepter cette insuffisance et à proposer une autre représentation, toujours insuffisante, mais cette fois-ci augmentée, agrandie, supérieure. Donc le sublime permet le développement supérieur des facultés de l'individu. Et donc là, on est face vraiment à la grande difficulté, en fait, du sublime d'un point de vue thérapeutique, pardon, du sublime, non, du ressentiment d'un point de vue thérapeutique, puisque l'une des sources essentielles de la thérapie passe en partie par l'expérience esthétique, mais comme le ressentiment, on pourrait dire dans son état final, implique la neutralisation de la faculté de juger, cela implique que l'individu du ressentiment dans son état final ne peut pas être absolument soigné. Ou peut-être même, je dis absolument, c'est encore gentil, peut-être même qu'il ne peut pas être soigné du tout, puisqu'il n'est insensible, littéralement, aux différentes formes d'expérience esthétique, qui sont pourtant essentielles pour sortir l'individu d'une amertume, d'un ressassement presque tautologique, cyclique, donc pour sortir de soi. Donc ça, c'était la conception thérapeutique qu'on trouve dans la troisième partie, que je trouve, moi, je vous dis que je trouve très pertinente. Maintenant, il y a un autre point, je reviens sur la première partie. Je reviens sur la première partie. Je vais faire quelques remarques de détail. Dans la première partie, Cynthia Fleury fait référence. Alors c'est un article, c'est un dossier qui est publié à chaque fois par la Société de psychologie et de psychiatrie, c'est le DSM, je crois,
fait un catalogue des différentes maladies, mentales, donc tout ce qui est de l'ordre de la schizophrénie, de la bipolarité et ainsi de suite. Alors je ne sais pas à quel point Cynthia Fleury essaye simplement de convaincre son lecteur, ou si ce qu'elle dit est tout à fait juste. Voilà, des fois une thèse comme quoi, dans la plupart des troubles psychologiques qui prennent la forme d'une maladie sur le long terme, le ressentiment aurait toujours une place particulière, comme une forme de déclencheur du trouble mental. Ce qui impliquerait une urgence, en tout cas, de traiter le ressentiment, puisque ça permettrait peut-être effectivement, non seulement effectivement de soigner les individus concernant leur santé mentale en général, donc pour tous ceux qui auraient cette expérience du ressentiment, mais ça permettrait aussi de comment dire, de sauvegarder la santé mentale des individus concernant la possibilité de développer des troubles mentaux. Donc voilà. À la moitié de la première partie, donc il y a un concept qui est extrêmement intéressant. Je vous avoue, je ne sais pas s'il vient de Cynthia Fleury ou pas. Alors je vous le mets à l'écrit, c'est le concept de faux self. Donc c'est une espèce d'anglicisme. Le faux self. Alors c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Cynthia Fleury fait référence à plusieurs reprises dans son livre à Axel Honneth, qui a fait la lutte pour la reconnaissance. Dans la lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth lui-même s'inspire des travaux de George Herbert Mead. Et là où je veux en venir, c'est que George Herbert Mead est l'un des fondateurs de la psychologie sociale. Et l'une des thèses en fait qu'on trouve dans la psychologie sociale qui, selon moi, les conceptions les plus pertinentes qu'on pourrait avoir de la psyché humaine, c'est justement que le développement du moi, c'est-à-dire le développement de l'ensemble des normes qui vont caractériser la subjectivité de l'individu, mais aussi le développement de la représentation mentale que se fait l'individu de lui-même, donc qu'il croit être, mais également le développement de la représentation mentale des autres en général, c'est-à-dire est-ce qu'il aura plutôt confiance envers les autres, est-ce qu'il sera plutôt méfiant, et ainsi de suite, va dépendre de l'intégration et du milieu social dans lequel il grandit. Jusqu'ici, vous me direz, c'est assez évident. Sauf que ce que ça implique, c'est que ce développement cognitif et psychologique du moi et de l'autre est dynamique. C'est-à-dire qu'il nécessite effectivement un développement. Mais il n'a pas de fin à proprement parler. C'est-à-dire qu'à aucun moment, que je sache, George Herbert Mead ni Axel Honneth expliquent que c'est bon, passé un certain moment, l'individu, une fois pour toutes, aurait ce moi qui est construit et cette figure de l'autre en général qui serait construite. Non, ça n'a pas de fin. Et là où je veux en venir, c'est que ce que cela implique, c'est que dans certaines situations, par exemple dans la situation de solitude au sens véritablement sociologique du terme, l'individu qui est isolé des autres, qui non seulement est isolé, mais qui ne réussit pas à avoir de relations sociales fécondes et auxquelles il se sent intégré, implique une dégradation à la fois du moi comme représentation de qui je suis, une dégradation de l'autre comme étant justement un sujet rempli de normes auxquelles je me conforme plus ou moins. Et là, on comprend mieux également, je trouve, à travers cette conception de la psychologie sociale, les conséquences psychologiques que peuvent avoir les différentes situations sociales du fait d'être isolé d'une manière ou d'une autre. Ce que cela implique, c'est donc une perte des normes d'interaction avec autrui. Concrètement, ça prend la forme de maladresse, par exemple. Les individus qui ont subi de longs moments de solitude sont maladroits avec autrui.
Et ils sont maladroits parce qu'il y a bien quelque chose qui est dégradé, il y a bien quelque chose qui est perdu. Et c'est justement ces facultés cognitives du sujet normé et également de la représentation que je me fais de moi et d'autrui. Là où je veux en venir, c'est que cette conception du faux self peut se concevoir comme un pendant, en fait, de la situation de solitude, mais cette fois dans la situation du ressentiment. C'est-à-dire que si la situation de solitude implique effectivement une dégradation, au sens où il y a vraiment les facultés cognitives et psychologiques sont dégradées, dans le cas du faux, un surplus qui se produit, puisque l'individu va se créer une image de lui-même, qui est une image, c'est une falsification de qui il est. Et ce que j'aime bien avec cette idée de falsification, c'est que quand on utilise le terme falsification à un moment donné, on trouve le même usage, d'une certaine manière, que chez Popper. Là où j'en viens, c'est que, avec le faux self, l'individu va résister à toute critique. Et en résistant à toute critique, il se crée donc un simulacre de qui il est, qui le rend imperméable à toute critique, mais qui l'empêche aussi de se développer. Donc là, en fait, on a le problème de la falsification qu'on avait chez Popper dans le champ épistémologique. Là, on le trouve du point de vue vraiment du développement de la santé mentale. Donc le faux self va être un outil de résistance face peut-être à des situations disons, je sais pas, de situations psychologiques difficiles. Par exemple, quand on est face à un échec, peut-être qu'on va essayer de se rassurer en se créant une image de soi plus belle. Quand on est face à un rejet de l'autre, et ainsi de suite. Et le problème n'est pas tant qu'on mette en place un système de résistance. Le système de résistance est nécessaire. Donc, à tout moment, un faux self peut-être peut se créer. Le problème, c'est quand le faux self prend la place, en fait. L'individu est incapable de juger véritablement ses propres actions, est incapable de juger véritablement le reste du monde, et se retrouve également incapable de juger avec clairvoyance qui il est, puisqu'il prend ce simulacre pour la personne qu'il est, alors que nécessairement, il ne peut pas être ce simulacre. Voilà pour le faux self. Je fais 1 ou 2 minutes de pause, je cherche quelque chose. Alors avant de passer à la deuxième partie, donc la partie un peu plus politique, un autre point intéressant qui rejoint en fait ce problème de la faculté de juger dans l'expérience du ressentiment, c'est la manière dont le ressentiment, au fond, va produire une individualité de mauvaise foi. Ça rejoint le faux self, mais de mauvaise foi au sens où ça va se radicaliser dans la forme d'un nihilisme ou d'une inversion des valeurs. En fait, c'est ce passage de l'inversion des valeurs qui va nous permettre de passer en tout cas dans le livre de Cynthia Fleury, de la partie plus individuelle et psychologique de l'analyse du ressentiment, et qui est plus collective. Puisque, comme le ressentiment est aussi une manière de juger le monde, cette inversion des valeurs ne concerne pas juste l'individu lui-même, donc il inverse les valeurs par exemple pour se sentir supérieur,
mais il va aussi inverser les valeurs donc, de ce qui se passe autour de lui. Autrement dit, l'exemple typique, ça va être, c'est ce qu'on... Donc là, Cynthia Fleury a fait référence à Nietzsche notamment, c'est la morale des médiocres, la manière dont en fait l'individu face à la réussite va considérer que l'individu qui aurait effectivement réussi, au fond, est inférieur à lui. Donc c'est la jalousie face à la réussite, la jalousie face à l'homme, au grand homme, s'il en existe un. En tout cas, c'est une manière de considérer que le bon ne peut pas survenir en dehors que pour moi. Et donc tout ce qui pourrait être bon de l'autre côté serait forcément en fait un bon comment dire, un simulacre de bonnes choses. Donc d'où une inversion des valeurs qui va se mettre en place. Ce que ça implique, c'est alors un développement d'un sentiment négatif à l'échelle collective et sociale. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début de l'explication du livre, ce qui est source de ressentiment, c'est pas seulement les échecs de l'individu, c'est aussi et surtout la manière dont l'individu est plus ou moins bien intégré et considéré par les institutions politiques, sociales et culturelles. Or, dans le cas où ce n'est pas un individu, mais des individus au pluriel, qui véritablement se retrouvent collectivement à nourrir ce sentiment hop, copier le texte, Wilhelm Reich, on peut avoir un petit extrait. Puisque Wilhelm Reich fait donc une forme d'analyse de la psyché de la masse. Et en fait, l'idée est la suivante, c'est que le développement de ce qu'il appelle la masse implique une forme d'infantilisation des individus. Donc, on va empêcher les individus de développer leur individualité. Et cette limitation au développement des individus implique une forme d'infantilisation. Le point important, Cynthia Fleury n'arrête pas de le répéter, et ça semble juste effectivement par rapport aux citations qu'elle met de Wilhelm Reich, c'est que Wilhelm Reich ne considère pas que la masse serait en soi infantile ou en soi des individus non accomplis. C'est-à-dire que ce n'est pas l'éthos de la masse. Au contraire, il considère que c'est tout à fait possible que voilà, les individus qu'on considère comme faisant partie de la masse, c'est pas qu'ils puissent s'extraire, mais c'est tout à fait possible que la masse puisse devenir. Alors, elle fait pas référence à Dewey, je suis assez étonné d'ailleurs de ce point de vue-là, mais puisse devenir ce que Dewey va appeler un public, c'est-à-dire un ensemble d'individus, un collectif, qui est capable de développer une certaine conscience des phénomènes sociaux, et donc qui est capable de reconnaître les problèmes sociaux qui émergent et de s'y confronter. Et s'y confronter, c'est essayer de résoudre les problèmes. Ce qui suppose le développement effectivement d'un public, donc dans le cas de Reich, d'une masse que l'on éduque et surtout auquel on prend soin
du point de vue également de la santé mentale. Donc là, le point intéressant, c'est vraiment de placer le problème politique au cœur, en partie, pas seulement, mais en partie, de la thérapie psychologique. En fait, ce point-là, c'est pas un point qui est tout à fait nouveau parce qu'on le retrouve déjà dans la République de Platon. Puisque dans la République de Platon, je crois que c'est au livre 7, mais je dis peut-être des bêtises. Mais dans la République de Platon, Platon fait une analogie entre la constitution de la cité et la constitution de la psyché de l'individu, la constitution de l'âme. Et donc la thèse de Platon, c'est que la constitution de l'âme de l'individu devait être analogue à la constitution de la cité, et inversement. Autrement dit, les mots de la cité trouvent un corrélat dans les dysfonctionnements de l'âme de l'individu. En fait, on retrouve au fond cette thèse-là dans le cas de Reich et dans la thèse, ou plutôt dans la conception de Cynthia Fleury. Ce qui implique, en fait, dès lors, puisqu'ils vont un peu plus loin, ou plutôt ils radicalisent le propos, je dirais, de Platon, et encore, c'est pas sûr, puisqu'ils considèrent, donc là, c'est vraiment la thèse de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury considère que, alors, on pourrait parler de mal-être social, de mal-être psychologique, mais en tout cas que la question de la santé mentale n'est pas une question qui est seulement psychologique ou thérapeutique, mais c'est une question qui est proprement politique. Puisque si l'ensemble plutôt la majorité de la population est atteinte de troubles quelconques, peu importe lesquels, ça implique nécessairement une population qui aura des difficultés à la fois à identifier ce qu'il faut faire politiquement, à identifier également un peu les simulacres politiques, les mensonges politiques, et donc d'agir en conséquence. Est-ce que ça implique, donc ça c'est dans le meilleur des cas, au pire, dans le meilleur des cas, on n'est pas tout à fait capable d'agir conformément à ce qu'il faudrait dans la situation démocratique, qui implique l'investissement des individus. Donc ça c'est, à la limite, c'est gérable. Mais dans le pire des cas, c'est le cas du fascisme, parce que ça implique c'est véritablement un ressentiment collectif qui va essayer de trouver une solution. Donc c'est pour ça que la thèse de Reich semble assez naïve. Et d'ailleurs, Cynthia Fleury, encore une fois, dit elle-même que cette proposition semble naïve. Alors là, je la cite plus ou moins, et que selon elle, c'est pas qu'elle est naïve, c'est qu'en fait, le problème, il est d'une certaine manière simple et qu'il ne faut pas chercher plus loin. Bon, à voir si vous êtes convaincu ou pas. Là, je vous avoue que moi, je fais une parenthèse, moi je suis un peu ma position est un peu ambiguë dessus, je sais pas. Bon, fin la parenthèse. Et donc l'idée, c'est tout simplement que dans cette expérience collective du ressentiment, la solution va être trouvée dans un individu qui va être comme similaire à l'individu du ressentiment, mais qui pourtant pourrait apporter une solution. Et cette solution, c'est radicalement l'effectuation réelle et concrète de l'inversion des valeurs. Donc, c'est pas juste une inversion fantasmée des valeurs. Ce que cherche le fascisme, c'est d'inverser réellement les valeurs. Et donc, ça va prendre la forme ensuite, après, d'une certaine forme de paternalisme et d'infantilisme. Paternalisme, puisque l'individu ainsi élu, censé représenter les autres, va avoir cette position de sauveur. Et de l'autre côté, infantilisation de la masse. Alors, un point assez intéressant de ce point de vue-là, tout de même, c'est que Wilhelm Reich associe, donc on est en 1930, donc ça me semble assez, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quand même assez, ça me semble assez ambitieux comme thèse, associe véritablement le problème du fascisme à un problème qui est lié également au patriarcat. Et donc, ce qu'il dit véritablement, c'est qu'il faut essayer de sortir l'homme du patriarcat, qui est en fait une manière de chercher, donc ça c'est la thèse de Reich, qui est une manière de chercher l'équivalent d'un père, mais à l'échelle politique. Un père au sens paternel. D'où la nécessité de sortir du patriarcat, puisque la maturité politique implique de ne plus chercher un référent paternel en politique, mais l'investissement
presque adulte, en fait, si on continue dans ce registre, de l'individu au sein de la communauté. Ce que ça implique donc, c'est que pour H, il y aurait vraiment une forme de concordance, de promiscuité entre le fascisme et le patriarcat. Alors, je vais continuer un tout petit peu sur cette deuxième partie. Un autre point, et c'est de ce point de vue-là, je trouve ça assez fin conceptuellement, Cynthia Fleury fait un rapprochement entre la thèse de Reich et ce qu'elle a développé sur le faux self. Je vais vous lire une citation pour vous donner une idée. Donc je cite. En personnalisant le fascisme, l'image du dictateur tout-puissant crée la fausse impression que nous pourrions parfaitement comprendre le phénomène en nous contentant d'étudier en détail celui qui en est le leader. Cette image, dont la puissance agit encore aujourd'hui sur nous, est le triomphe ultime de la propagande fasciste. Elle offre un alibi aux nations qui ont approuvé ou toléré les leaders fascistes et détourne l'attention des personnes, groupes et institutions qui les ont aidés. Fin de la citation. Ah ouais. Citation. Je me suis trompé, c'est pas une citation de William Reich, c'est une citation d'un autre auteur dont elle fait référence. Donc je vous mets référence. C'est Paxton. Le fascisme en action. Ouais. Alors, l'idée en fait, c'est que il va y avoir une analogie qui va se constituer entre la figure du leader et le faux self que se crée l'individu. D'où donc le développement vraiment d'une conception sur la psyché de l'individu et sur la santé mentale, et le développement d'une maladie, on pourrait dire, politique. Le faux self, d'une certaine manière, quand il s'instancie politiquement, va se radicaliser dans la forme du fascisme. Alors, concernant la troisième partie, puisque ça fait déjà 50 minutes, je crois, donc on va avancer un peu. Concernant la troisième partie. La troisième partie, donc, sur la possibilité d'une résolution, ou en tout cas de chercher des pistes de solutions à apporter au problème du ressentiment. Cynthia Fleury fait appel à Fanon, Hans Fanon. Donc, ce qui est assez intéressant à Fanon, c'est qu'elle fait référence à Fanon à la fois en tant qu'auteur, c'est-à-dire que en tant que personne douée d'une véritable qualité littéraire. Donc, auteur tout d'abord, psychiatre aussi, puisque Fanon était un psychiatre, il a pratiqué la clinique, et aussi surtout en tant que Fanon a beaucoup écrit sur la question de la colonisation. Et l'idée de Cynthia Fleury, en mobilisant Fanon, c'est de montrer que le problème du ressentiment, si on peut l'analyser politiquement dans la situation paradigmatique du fascisme, ce concept de ressentiment s'instancie aussi, par exemple, dans le cas de la colonisation et surtout dans le cas du vécu des colonisés. D'où le recours à Fanon comme étant en fait un témoignage de ce que c'est que le ressentiment d'un point de vue collectif et quelle forme il peut prendre en dehors du fascisme. Donc par rapport d'abord aux qualités littéraires, l'idée c'est d'inviter, alors ça c'est quelque chose qu'on trouve, je crois, de manière générale en fait, dans la thérapie. Et je crois que c'est quelque chose qu'on trouve de toute manière dans toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire peu importe qu'il s'agisse de psychanalyse,
psychologie clinique classique ou plutôt de psychiatrie, c'est deux phénomènes qui sont cherchés dans la thérapie. C'est d'une part de restaurer la créativité et d'autre part de restaurer les capacités que l'individu a à s'investir et agir dans le monde. Donc le rapport à la littérature, c'est et en fait c'est pour ça que j'avais commencé avec cette question de la faculté de juger, c'est de redévelopper la sensibilité de l'individu vis-à-vis du monde et également vis-à-vis de lui-même. Car le ressentiment, en produisant à la fois un faux self de l'individu, il le rend donc aveugle à ses propres capacités. Et aussi, surtout, il le rend aveugle au monde lui-même. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à Fanon en tant qu'écrivain et de voir comment justement la littérature ou comment les écrivains éprouvent eux-mêmes à la fois l'expérience de l'amertume et du ressentiment sans tomber pour autant dans les travers du ressentiment. De ce point de vue-là, en vérité, Cynthia Fleury fait une distinction entre l'amer, d'où le titre, donc amer de amertume, et le ressentiment, puisqu'elle estime que le ressentiment, c'est vraiment la radicalisation du sentiment d'amertume, et que le sentiment d'amertume peut s'arrêter justement à cette simple amertume, et que par contre, c'est là tout le problème, c'est que si on peut effectivement neutraliser le ressentiment, on ne peut pas neutraliser l'amertume. D'où le caractère en fait métaphysique du sentiment. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui va parcourir l'ensemble de la vie psychique, de la vie mentale, de la vie tout court de l'individu, et avec lequel il doit essayer de négocier, il doit essayer de faire avec. Alors là, c'est peut-être les limites de la psychanalyse, limites au sens où il y a toute une mythologie sur la psychanalyse. Et Cynthia Fleury me semble un peu sauter à pieds joints dans cette mythologie-là, puisqu'elle fait référence là justement à cette question de l'amertume vis-à-vis de la naissance, en fait. Voilà, alors peut-être que là, on comprend mieux aussi pourquoi métaphysique, parce que c'est vraiment quelque chose qui... c'est pas simplement qu'il est corrélatif avec l'existence elle-même, c'est que il est presque conditionnel de l'existence. L'existence implique une amertume dès lors qu'il y a d'une certaine manière naissance. Oui, en ce sens-là, ce serait tout à fait existentiel. Mais je préfère métaphysique parce que ça implique justement des conceptions sur le monde, des conceptions sur la nature, peut-être aussi de l'humanité, et ainsi de suite. Mais j'ai pas, on verra ensuite sur la discussion, si vous voulez. Oui, d'ailleurs, elle cite Camus, tout à fait. Mais donc, d'où... alors, on verra justement, l'idée, c'est que l'amertume ne doit pas viser le nihilisme. C'est là ce qui le distingue du ressentiment. Et au contraire, l'amertume va plutôt essayer de s'accomplir, peut-être, soit au pire, et c'est déjà beaucoup, dans la révolte camusienne, au mieux, dans justement la vie culturelle et démocratique. Puisque là, et c'est un point qui me semble, alors je vais le dire de manière un peu naïve, mais je le fais volontairement, il me semble très beau dans ce livre, Cynthia Fleury assume complètement l'idéal humaniste, et selon elle, pour pouvoir négocier c'est simplement faire avec, pour pouvoir négocier avec l'amertume, il faut viser d'une certaine manière l'idéal humaniste. Et donc, cet idéal humaniste qui implique, et donc c'est là où il y a quand même une forme de systématicité, d'unicité dans tout l'ouvrage, qui implique justement l'engagement de l'individu dans le monde, qui implique cette sensibilité à avoir visé du monde, et qui implique surtout aussi la question du soin et de la clinique du point de vue social et politique. D'où le recours en fait à Fanon, c'est-à-dire Fanon en tant que, encore une fois, écrivain qui a fait face à l'amertume,
mais aussi en tant que psychiatre et clinicien qui s'engage dans le monde et qui essaye justement de soigner les êtres. Le soin des êtres, c'est une manière de s'engager dans le monde et de répondre en fait à l'amertume. Ce qui ne veut pas dire que la réponse c'est définitive. C'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que l'amertume va toujours rejaillir à un moment donné. Mais c'est une manière de négocier avec l'amertume et de ne pas sombrer en fait cette fois dans le nihilisme, qui serait plutôt la forme du ressentiment. Le ressentiment, c'est le nihilisme, au sens où dans le ressentiment, il y aurait une forme d'inversion des valeurs, rien n'a de sens, ou voilà, ou à défaut de rien n'a de sens, plutôt j'ai forcément raison, et rien n'a de sens parce que j'ai forcément raison, et le monde ne se plie pas à ma raison à moi. Donc il y a une forme de nihilisme mal placé en fait, de révolte infantile qui n'est donc pas une révolte, mais simplement un caprice. Voilà. Oui, tout à fait, de subjectivisme extrême. Un point très intéressant, je pense qu'on va terminer dessus, je vais faire 2-3 points finaux. Tout d'abord, une référence à Canguilhem qui me semble très juste, sur justement la question de la santé et surtout de la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'elle applique les conceptions que Canguilhem développait concernant le vivant, elle les applique à la question de la psychologie et de la psyché. Et en fait, l'idée de Canguilhem, c'est que lorsque le vivant fait face à un accident ou est malade, il n'est pas dégradé, mais il doit tout simplement développer une nouvelle norme. Et en fait, ce qui caractérise le vivant et ce qui caractérise sa vitalité, donc un vivant puissant, c'est un vivant qui est capable justement de se renouveler, de renouveler ses normes. Et à l'inverse, un vivant qui malheureusement se meurt, c'est un vivant qui n'est plus capable de cette modification, de cette invention. Là, ce serait assez bergsonien, mais ce serait cohérent avec Canguilhem, de cette invention des normes. Et elle fait usage de Canguilhem par rapport à la psyché, puisque si l'amertume, c'est aussi accepter, ou plutôt expérimenter un monde qui peut-être ne nous répond pas, effectivement. Expérimenter aussi des échecs, c'est ça aussi l'amertume, expérimenter des situations qui sont aussi effectivement douloureuses. Le point, c'est qu'il faut pas, c'est pas qu'il faut pas, c'est que c'est pas juste le problème de la lamentation, c'est que il faut prendre au sérieux cette amertume, mais ce sérieux ne doit pas impliquer justement cette perte de la vitalité de l'individu. Et ce, à la fois à une échelle physiologique et aussi à une échelle psychologique. Et donc, la réinvention des normes, c'est pas juste quelque chose qui caractérise le vivant au sens de l'organisme, mais aussi ce qui caractérise la psyché elle-même. La psyché, les douleurs du psychisme, les douleurs du psychisme, de la même manière que les douleurs du vivant, ou plutôt de l'organisme, doivent appeler une réinvention des normes, les douleurs du psychisme doivent appeler aussi une réinvention des normes. Et là, on comprend mieux aussi le recours à la créativité, puisque Cynthia Fleury, et là-dessus, je trouve ça une bonne honnêteté intellectuelle tout de même, le dit bien, hein, tout le monde n'est pas capable d'être inventé écrivain, et le but quand, dans la thérapie, on invite les gens à s'investir du point de vue de la créativité, c'est pas d'en faire de grands écrivains, d'en faire des grands artistes ou autres, de simplement pratiquer l'activité, pratiquer la créativité, parce qu'en fait, la réinvention des normes, c'est aussi un acte de créativité. Un acte d'imagination. Donc là, on a vraiment quelque chose qui me semble très pertinent, et notamment, on trouve toujours dans cette troisième partie une conception du bonheur que je trouve très fine, alors qui n'est pas tout à fait nouvelle peut-être, hein, parce qu'on la trouvait déjà un peu chez Nietzsche. Alors je vais vous la donner, j'avais gardé la citation, je la cherche. Voilà. Le bonheur comme capacité à synthétiser le tout. Donc ça, c'est une proposition de Cynthia Fleury. Et en fait, quand elle parle de bonheur, ce qu'il faut plutôt entendre par là, c'est en vérité davantage la grande vitalité mentale, la grande vitalité psychologique. Et cette capacité à synthétiser le tout fait référence à Nietzsche dans cette idée
d'une psyché qui est digestive. Et que, en tant qu'elle est digestive, elle doit être capable de digérer les événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Et quand ils sont mauvais, c'est-à-dire qu'il faut être capable de tomber malade, puisqu'en fait, ce qui caractérise la grande vitalité, c'est aussi d'être capable de tomber malade. Et donc, aussi, synthétiser, c'est aussi retirer, justement, absorber les éléments positifs, voire aussi négatifs, et faire avec, les transformer pour se développer. D'où la réinvention des normes. Donc là, on a, je pense, une thèse assez synthétique qui va vraiment englober l'ensemble de la conception de Cynthia Fleury. Alors, je voulais faire référence à un dernier point, et après, je pense qu'on peut s'arrêter. Et je ne sais pas si je le retrouve. Je prends 1 ou 2 minutes pour voir si je le retrouve, et sinon, on s'arrête là. Ah voilà, j'ai retrouvé le point. Très bien, parfait. Donc ça, c'est vraiment la toute fin du livre. On est au chapitre 14, la dernière partie. Plus précisément, donc, la page 296. Le titre de ce chapitre, c'est « Vers un élargissement du moi ». Elle fait référence ici, en fait, à la philosophie de Hermann Brock. Je ne sais pas si tu connais, je ne connaissais pas Hermann Brock. Oui, et en fait, il a aussi pensé la question de l'irrationalité et de la rationalité. Et en fait, l'idée de Brock, c'est que... alors, attends, je cherche vraiment le point. Est-ce que c'est dans cette page ou est-ce que c'est un peu plus loin? Ah, et voilà, j'ai trouvé. Donc en fait, c'est que face à la question de l'irrationalité, Brock propose tout de même un développement de la démocratie. En fait, on retrouve quelque chose, je trouve ça assez amusant personnellement, on retrouve quelque chose qui est très similaire à Dewey, puisque de la même manière que pour Dewey, la démocratie est la forme de la communauté elle-même, pour Brock, la démocratie, c'est le type idéal de communauté. Donc, on a vraiment les deux versants de la même médaille. Et donc, selon Brock, en fait, l'esprit humain, il est animé autant par le rationnel que l'irrationnel. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi d'ailleurs pas chez Canguilhem, mais chez Cassirer, du côté de la question de l'imagination en fait et du mythe. Il y a une nécessité en fait presque vitale de l'irrationnel, et il faut laisser place à une forme d'irrationalité. Et ce qui est assez étonnant en fait, je trouve, c'est d'assumer le fait que la question de l'universalisme ou de l'humanisme, c'est peut-être là où se situe l'irrationalisme vertueux. C'est-à-dire chercher cet idéal de l'humanisme, et en tant qu'idéal, on ne le trouvera pas réellement, mais on peut tendre vers lui et essayer de le réaliser malgré tout. Ce qui implique, au fond, ce mouvement assez étonnant, qui est que, donc ça c'est selon Broch, hein, Brock, je ne sais pas comment dire, un double mouvement qui doit être le mouvement à la fois du développement de la rationalité et à la fois du développement de... C'est pas vraiment le développement de l'irrationalité, hein, mais plutôt conserver une certaine place, plus ou moins maîtrisée, de l'irrationalité. Et cette place particulière de la démocratie comme étant justement l'idéal de la communauté, c'est justement, donc là je cite, ramener l'homme dans un système ouvert du sentiment d'humanité. L'humanité, c'est amener l'homme voilà, dans cette ouverture en fait, sociale, culturelle, ouverture au monde, mais qui n'est pas juste une ouverture à l'autre, au sens l'autre individu de l'autre culture, c'est ça aussi, mais pas seulement, c'est aussi et surtout s'ouvrir, pas à un progrès indéfini, mais plutôt s'ouvrir à un développement possible. C'est-à-dire, au fond, encore une fois, cette question de la réinvention des normes. Ce qui amène, donc là, c'est un point que je trouvais assez intéressant,
l'idée selon laquelle la démocratie doit tendre pour l'individu à un gain constant en rationalité, et ce type de gain en rationalité renverra lui-même un espace très personnel, intime, et cette fois, alors je dis cette fois parce que ça peut paraître étonnant par rapport à tout ce qu'on a dit, aucunement politique. Alors, pourquoi c'est aucunement politique? Donc là, c'est une interrogation personnelle. On va terminer là-dessus. Je suis étonné que Cynthia Fleury ne fasse pas plus que ça référence à Hannah Arendt. Parce qu'Hannah Arendt a quand même écrit, n'a pas fini d'écrire. Elle avait fait un ensemble de conférences qui sont restituées dans le recueil intitulé Juger, où Hannah Arendt fait une analyse de la critique de la faculté de juger de Kant d'un point de vue politique. C'est-à-dire comment le jugement esthétique trouve, selon Arendt, en fait, un corrélat dans la politique. Voilà. Et donc, ce point-là, en fait, on le retrouve chez Cynthia Fleury. Donc, je suis assez étonné qu'on ne voit pas Hannah Arendt dans cet ouvrage. Les rapports avec cette neutralisation de l'espace politique, en fait, c'est quelque chose qui est complètement thématisé par Arendt dans la crise de la culture, puisque Arendt dit, alors là c'est concernant la crise de l'éducation, mais c'est quelque chose qui se rapporte en fait aussi à la question de l'art, c'est qu'il faut un espace de non-publicité, un espace d'intimité pour que quelque chose puisse germer dans les individus. En fait, il faut, d'une certaine manière, un repos vis-à-vis du politique, un repos vis-à-vis du public. Et ça, c'est ce qu'on retrouve là. Et en fait, c'est aussi, je pense que là, on trouverait quelque chose peut-être de similaire, et on va peut-être s'arrêter dessus, à ce qu'on pouvait trouver un peu chez Bachelard sur la question de la rêverie. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le développement, donc si je reprends la proposition de Brock, le développement de la rationalité doit ouvrir sur des espaces d'intimité qui, c'est pas qu'ils sont irrationnels, mais permettent en tout cas des espaces de rêverie et donc d'expérience esthétique. Voilà, on peut s'arrêter là.